On va pouvoir y aller. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième webconférence organisée par Team Intelligence. Euh, donc aujourd'hui consacré à un sujet qui nous passionne tous, parler vrai. On va entendre Alain qui nous fait l'amitié de venir prendre un peu de son temps. Alain est également senior coach, superviseur de coach. Je te laisserai évidemment te présenter Alain, mais tu nous fais aussi l'honneur d'intervenir chez Team Intelligence co-intervenir avec Véronique Enaf sur la formation pratique et approche et pratique, pardon, du coaching d'organisation. Merci à toi de ta présence ce soir. Et merci à vous de vous être connectés pour cette heure passée ensemble. Avant de laisser la parole à Alain, je vous invite à tous couper vos micros, si possible, si ce n'est déjà fait. Et puis évidemment de penser à le remettre le moment où vous intervenez. Alors on a le chat qui nous permet aussi d'intervenir, donc je serai en appui d'Alain pour pouvoir répondre, en tout cas sélectionner et prendre les questions qui se présentent dans le chat. Mais voilà, donc Alain, je vais te laisser la parole. Merci en tout cas à tous d'être présents et la scène est à toi, mon cher Alain. Merci beaucoup, Roderick. Merci à vous de prendre également de votre temps, quoi. 18h30, c'est quand même, la journée a certainement été laborieuse. En plus, la chaleur n'aide pas. Ça a ses côtés sympathiques, mais également ses côtés un petit peu plus contraignants. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à chacune, à chacun. Pour une conférence dont le titre est pas court, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Par les vraies sources d'efficacité en entreprise, comment le coach d'organisation peut-il devenir modélisant? On a l'impression de voir les films Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Alors tout d'abord, quelques-uns ont déjà dit bonjour, bonsoir. J'aimerais m'assurer que tout le monde m'entend correctement et a bien fermé son micro pour que si un enfant a faim, eh bien que ça puisse rester quelque chose dans la sphère intime. Ce que vous pouvez simplement envoyer sur le chat un petit message pour me dire d'où vous venez et dans quel secteur d'activité vous travaillez. Je ne pense pas que j'en ferai grand-chose, mais ça me donnera quand même une idée de voir un petit peu que vous êtes toujours à l'écoute, d'une part, que vous entendez bien, et d'autre part que ça me donnera une mosaïque en quelque sorte d'endroits et de une typologie de jobs dans lesquels vous sévissez. Continuez tandis que je parle, hein, je lis en même temps. Et oui, un homme sait aussi des fois faire deux choses à la fois. Voilà. Alors, cette conférence, tout d'abord dire que eh ben, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, le chat sera là pour ça. N'hésitez pas. Donc, ce sera le mode d'interaction que nous allons utiliser. Euh, et, et pour ce faire, tout simplement, vous mettrez Q devant la question que vous voulez poser, ou R si c'est une remarque, de telle sorte que Roderick, qui va réguler un petit peu tout ça, puisse me dire, ben voilà, on a eu des remarques sur ça, ça et ça, mais par contre, on a eu des questions, et voilà, les questions sont ceci ou cela, et du coup, j'interviendrai aussi bien sur l'une ou sur l'autre. Montréal et Europe. Eh ben, ça fait chaud au cœur de voir que ça vient de si loin. Voilà. Alors pour bien sûr présenter l'intervenant que je suis, quelle légitimité j'ai à parler de ce sujet-là. Eh bien, en quelques mots, je suis Alain Charlier. Après des études d'ingénieur, j'ai occupé des postes de project manager. On dit ça comme ça aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait chef de projet parce qu'on ne parlait que français dans les entreprises françaises. Responsable de maintenance, puis de production et enfin directeur de différentes business units de différentes usines. Tout cela sur 25 ans, vous le voyez, de 88 à 2013. Avec un petit peu de recouvrement, j'ai mis 2013 parce que bien sûr, ça permet de dire que je n'ai pas de don d'ubiquité et que quand je faisais quelque chose, je ne faisais pas autre chose. J'ai un peu revu mon parcours, encore que pour moi, je vais vous l'expliquer juste après, c'est une continuité. Où est-ce que je l'ai fait? Ben, dans différentes entreprises, de la PME au groupe international, en passant par l'ETI, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la transformation du papier carton, dans l'éditique et dans l'impression de haute sécurité, c'est-à-dire des documents qu'on ne voudrait pas voir perdus dans
je sais pas, dans un entrepôt de la Poste, comme par exemple des pages de passeport, des billets de banque, des chèques cadeaux ou même des chèques bancaires tout simplement. Et depuis 15 ans, à peu près, donc voilà, il y a un petit recouvrement parce qu'en fait, c'est ma première partie un peu iconoclaste. Je me suis formé au coaching et j'ai exercé en interne, si on peut dire, quelque chose qui est de l'ordre du coach management, en respectant bien sûr l'adhésion ou la volonté surtout en fait des personnes que j'encadrais à se confier à moi comme un coach plutôt qu'un manager. Et j'avais compris qu'effectivement, au cours de ces 25 dernières années, ma valeur ajoutée dans l'entreprise, elle n'était pas d'un point de vue technique, comme mon diplôme d'ingénieur pouvait me le laisser prétendre, mais elle consistait vraiment à aider mes collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne sachant rien faire par moi-même des secteurs d'activité dans lesquels j'étais, je pouvais au moins fédérer, aligner les personnes, faire en sorte qu'elles aient envie et plaisir à travailler ensemble. Et donc, ça a été assez naturel pour moi de m'orienter vers le coaching quand moi-même j'ai eu l'occasion d'être coaché, de tomber amoureux non pas du coach, mais surtout que c'était une femme, mais des méthodes en fait utilisées, des outils utilisés, de la posture qui était celle-ci. Je me suis formé, j'ai testé en quelque sorte avec mes volontaires internes et je me suis lancé à aider beaucoup plus de managers que ceux qui étaient dans l'entreprise sur le site que je dirigeais. C'est le vaste monde du travail et donc là, il y a de quoi faire. Heureusement, nous sommes quelques collègues en fait à faire ce job-là. Voilà, ceci m'a poussé en fait après avoir commencé bien sûr comme coach individuel, manager dirigeant, puis coach d'équipe. Des gens m'ont demandé, mais j'aimerais bien que vous nous accompagniez pour l'ensemble de notre organisation, ce que j'ai fait un peu à la Jourdain. Et du coup, face à la réussite, en tout cas à ce que la personne, à la satisfaction du donneur d'ordre, du commanditaire, en lui demandant l'autorisation, bien qu'en masquant les noms des personnes et de l'entreprise, j'ai commis ce bouquin qui est un petit peu plus épais que ce que vous voyez là, puisque là c'est que la couverture, qui s'appelle Transformer l'entreprise de l'intérieur, l'histoire vraie du pas à pas d'un coaching d'organisation. Voilà, j'ai l'habitude des titres longs, donc bon, il y a quand même Transformer l'entreprise de l'intérieur qui est un peu plus court, et l'autre c'est un petit peu le sous-titre. En vente dans toutes les bonnes librairies, et si jamais vous ne trouvez pas, eh bien vous me le dites. Et je suis également superviseur de coach et même si certains, ça leur fait de l'urticaire quand ils en entendent parler, je suis également superviseur de pratiques managériales, car pour moi, il y a une déontologie, même si elle n'est pas inscrite dans un code explicite, mais il y a une déontologie managériale dont d'ailleurs les entorses font souffrir beaucoup de personnes dans les entreprises, pas toujours d'ailleurs de manière consciente et voulue de la part des managers, mais ça peut aider à certains moments et des gens viennent me chercher pour les aider en fait à discerner ce qui est bon ou pas dans leur posture de manager sans que ce soit du coaching à proprement parler. Euh, alors, le parler vrai, aujourd'hui, en 10 juillet 2025, est-il évident pour tout le monde que le parler vrai est source d'efficacité dans l'entreprise et plus largement dans les organisations? Alors, vous voyez le petit dessin d'une couverture encore de l'IPIE. Qu'est-ce que c'est au niveau mondial? Eh bien, il existe un panel international de l'environnement de l'information, IPIE, parce qu'en fait, c'est bien sûr en américain ou en anglais que c'est mentionné. Alors, on ne parle pas, quand on parle d'environnement de l'information, de l'environnement au sens écologique du terme, mais vraiment de qu'est-ce que l'information, puisque vous savez que sur Internet, on trouve aussi bien des informations véridiques, précises, avérées, etc., mais aussi ce que ma grand-tante pense à propos de Jacques Chirac ou que sais-je encore. Et du coup, ça a un peu moins voix de vérité en fait et on trouve tout ça. Comme disait un collègue, on a à la fois de l'eau très claire, en fait, mais on a aussi de l'eau un peu trouble. Et comme tout se trouve sur Internet, bah, à la fin, ça donne
Pour ceux qui connaissent un peu le pastis, ça donne quelque chose qui finit toujours par être quand même un peu trouble et il faut aller chercher le vrai du faux. Donc c'est pour ça qu'il existe ce type de panel. Et ce panel est chargé de regarder donc la qualité de l'information qui circule dans le monde et ses conséquences sur des décisions, notamment politiques, impactantes. En juin 2025, c'est pas vieux, ce panel dénonce la désinformation organisée par notamment des climato-sceptiques en vue de retarder les décisions qui s'imposent pour sauver la planète des catastrophes écologiques qui pèsent sur elle et dont on voit assez régulièrement maintenant les effets. Eh bien, cette analyse démontre, voilà, c'est ça, que il y a une manière en fait de dire les choses, de les présenter, qui induisent en erreur, et on voit les effets sur les décisions récentes. En France notamment, et qui marquent un recul, par exemple, en termes de respect de l'environnement, avec la suppression des ZFE, les zones de faible émission, la réautorisation des pesticides, le rabot de 4, et quelques milliards d'euros sur le budget de la transition écologique, etc., etc. Alors tout ça, on vous le dira pas comme ça, et on ne vous le présentera pas, parce qu'en fait, défaut de parler vrai. Dans l'histoire plus ou moins récente, on se souvient également des non-dits ou des mensonges autour des tests anti-pollution de Volkswagen, le Dieselgate, par les vrais. À l'intérieur de l'entreprise, puisqu'en fait, bon nombre de salariés se sont offusqués de ça, mais également à l'extérieur de l'entreprise, puisque les clients ont eu à déplorer d'avoir acheté des véhicules comme ça, et puis bien évidemment, par rapport à la réglementation, je n'en parle pas. Bien sûr, il y a eu le rapport de la SIAZ également, donc qui a mis en évidence, là encore, des mensonges, des non-dits dans l'Église. Et donc là encore, le parler vrai, à la fois à l'intérieur de l'Église, mais également à l'extérieur. Et puis, bien sûr, on peut se douter que d'autres institutions, pas forcément religieuses, pourraient avoir ce souci de vérité. Bien sûr, je ne parlerai pas de l'éducation nationale ou du corps médical, mais on peut trouver tout un tas de choses comme ça dès lors qu'on peut avoir une influence sur des gens qui sont en situation de faiblesse. Mais rendez-vous dans quelques années, car à mon avis, de toute façon, au bout d'un moment, la vérité éclate. Bref, ce que l'on voit dans la société dans son ensemble, au sujet du parler vrai, qui est un peu tordu, enfin dont on tord le cou plus exactement, eh bien, se retrouve à plus petite échelle dans les organisations, dans les entreprises, dans les équipes même, avec du coup des comportements de personnes en fait qui n'osent plus dire les choses de peur qu'eux, qui savent très bien qu'en fait on leur ment et qui se désinvestissent de leur entreprise ou etc., etc. Donc, eh bien non, hélas. Il n'est pas évident pour tout le monde que le parler vrai est source d'efficacité dans l'entreprise et plus largement dans les organisations. Car moi, je le crois fondamentalement, les personnes qui ne pratiquent pas le parler vrai, c'est pour d'autres raisons que des raisons machiavéliques, manipulatoires, etc. Bien souvent. Elles pensent bien faire, elles pensent poursuivre une cause assez noble. Les gens ne peuvent pas tous comprendre et du coup, on est bien obligé à certains moments de masquer la vérité, etc. Ça peut être un type de raisonnement. Alors avant de continuer, j'aimerais donner deux définitions pour bien comprendre le propos qui va suivre. Qu'est-ce que j'appelle une organisation? Et vous verrez que de temps en temps, je remplace le mot organisation par le mot entreprise et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien pour moi, c'est le lieu où des personnes se réunissent pour œuvrer à une même finalité. Donc on peut dire que les gens qui sont dans le bus numéro 352 pour aller de tel endroit à tel endroit ne forment pas une organisation ou une entreprise. Ça forme un groupe, certes, mais les gens poursuivent chacun une finalité différente. Les uns vont chez le dentiste, d'autres au boulot et d'autres rentrent à la maison. Donc, une organisation ou une entreprise, c'est un lieu où des personnes se réunissent pour œuvrer à une même finalité et sont appelés à rendre compte de leurs actions et de leurs comportements au regard de cette finalité. Alors répondent à cette définition, eh bien, bien sûr, les entreprises au sens le plus banal du terme, les sociétés commerciales, de production, etc., de services, dont la finalité est de servir le client dans la durée, pérennité et satisfaction client.
ISO 9000, si tu nous vois, bonjour. Et ça, il faut le rappeler, en fait, que la finalité, c'est de servir le client dans la durée, car des fois, on pourrait l'oublier. Mais les administrations, les services de l'administration publique sont également des organisations, puisque leur finalité, c'est de servir les usagers, ER, hein, pas E accent aigu, avec un souci d'économie ajustée. Bon, en tout cas, on peut l'espérer, de telle sorte que l'argent ne soit pas dilapidé de manière malvenue par justement ces usagers, dont une personne qui avait une haute opinion de l'administration française me disait. Un usager, c'est au-delà du client, puisqu'en fait, il a déjà payé pour le service. Donc, encore, le client peut très bien ne pas acheter ce que vous lui vendez, mais l'usager, lui, a déjà payé. Répondent également à cette définition de l'organisation des associations, dont la finalité est de servir des adhérents en équilibrant le budget de l'association. On n'est pas là pour faire du profit, mais on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. Répondent à cette définition également des organisations telles que des communautés religieuses ou pas religieuses, dont la finalité pour les communautés religieuses, c'est par exemple de servir Dieu tout en grandissant en sainteté, etc., etc. C'est pourquoi j'utilise en fait le terme le nom générique d'organisation, même si l'organisation veut aussi dire la manière dont sont articulées les fonctions à l'intérieur d'une entité, mais organisation au sens d'un collectif, eh bien, ça regroupe tout cela. Cela étant, comme je le disais, j'emploie aussi volontiers le mot d'entreprise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des gens qui entreprennent quelque chose ensemble dans un but déterminé. Donc, pour moi, administration, association, communauté pourrait aussi revêtir le nom de entreprise au sens noble du terme, au sens le plus étymologique du terme. Et dans la suite de mon propos, eh bien, bien évidemment, ce sera de cela dont je parlerai. La deuxième définition, ben, je voudrais plutôt que ce soit vous qui me disiez, en fait, comment vous définiriez le parler vrai. Et donc, lâchez-vous dans le chat, allez-y. Alors, il y a un micro qui est ouvert, manifestement. Utilisez plutôt le chat et on va glaner les réponses au fil du temps où elles arrivent. Alors, ça peut être des réponses partielles, ça peut être des éclairages. Pour moi, dans le parler vrai, il y a ça. J'en fais pas forcément une définition. Allez-y, je vous lis en même temps. Je vous laisse quelques instants pour remplir le chat. Dire les choses factuellement et avec transparence. Se dire les choses est authentique. La transparence, la vérité est toujours simplificatrice. Il y a de l'authenticité. Transparence, authenticité. Communication. Oser dire même ce qui peut fâcher. Parler en étant aligné avec soi-même. Honnêteté, franchise, respect des collaborateurs. Voilà, ça va continuer d'arriver, n'hésitez pas. Congruence. Et du coup, pour avancer un petit peu, je vais vous donner quelques éléments en fait de ma définition, hein. Je ne vais pas dire que j'ai raison, mais je l'ai un peu expérimenté quand même. Quand vous disiez transparence, en fait, certainement, je peux tomber d'accord avec vous, mais dans le parler vrai, il faut quand même entendre aussi le fait que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oser dire la vérité et de manière authentique, partager des éléments avérés, factualisés, éviter les règlements de compte, oui, tout à fait. Expression personnelle, libre et authentique dans le respect d'autrui. Voilà, très bien. Communiquer, faire du feedback. Alors, ma définition, en fait, pour moi, donc, voilà, pas toute la transparence, en fait. C'est pas la mise à nu non plus. Mais la première chose, c'est qu'en fait, le parler vrai, bien sûr, comme c'est déjà inclus dedans, il faut que les choses qui soient dites, et certains l'ont repéré,
il faut que les choses qui soient dites soient vraies. Donc, partir de soi, oui, si c'est du ressenti, mais ça peut être aussi des éléments factuels, comme on l'a dit plus haut. Et donc, ça, c'est le fond. Le fond doit être vrai, avéré, incontestable d'une certaine manière, vérifié. Donc, on n'ira pas dans le parler vrai, colporter euh, des rumeurs, des choses de cette nature qu'on n'a pas été vérifiées. La deuxième chose, en fait, il faut que dans la forme, et du coup ça je l'ai également lu dans vos partages, ce qui est dit doit contribuer au bien commun, que ce soit de la personne, de l'équipe ou de l'entreprise. Euh, voilà, ça doit lui faire du bien, en fait, à la personne, physique ou morale, d'entendre ça. Alors, il y a des fois où ça ne fait pas du bien sur le moment, mais on reconnaît après coup, quand on a reçu une leçon, dit le sage, sur le moment, on n'est pas content, mais avec le temps, on s'aperçoit que c'était une bonne chose. Donc ça, c'est sur la forme, en fait, il faut que ce soit bon, et donc vous l'avez dit, avec le respect de la personne. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que ce soit utile. Et c'est là où en fait toute transparence en fait n'est pas forcément à honorer, puisqu'en fait il y a des choses ben, qui sont vraies, qui pourraient faire du bien, mais qui sont pas utiles en fait, qui servent pas la finalité ou qui ne servent pas quelque chose dans la finalité, comme par exemple faire grandir les personnes ou etc. Donc ce qui dans l'intention eh bien, ça doit être utile, ça doit être constructif, ça doit permettre en fait de faire progresser la personne physique ou la personne morale, en fait, tout dépend où on se place. Alors bien sûr, si vous reconnaissez les filtres de Socrate, eh bien, vous avez marqué un point. Roderick vous dira ce qu'on en fait à la fin. Je lui laisse le temps d'y réfléchir. Bon, enfin vrai, bon et utile. Voilà, ce sont les filtres dont il faut se servir. Alors pourquoi ne pratique-t-on pas systématiquement le parler vrai en entreprise ou dans les organisations? Pourquoi, même à certains moments, il y a une culture en fait on va pas dire les choses, du non-dit, des bruits de couloir, des choses qui ne se disent pas en face, mais plutôt en billard trois bandes, etc. Alors, quand on interroge les personnes, et j'ai l'occasion, avec le métier que je fais, eh bien de discuter de ça avec un certain nombre de personnes, eh bien, la première raison, c'est que ben, ça paraît trop difficile sur le moment. Comment dire ça à la personne, etc. Je sais pas. Et puis, euh, c'est lourd, etc. Donc, le temps passe et au bout d'un moment, ben, on passe à autre chose et du coup, on n'a pas eu l'occasion et puis on se dit, bon, ben, maintenant, c'est trop tard, quoi. La deuxième grosse raison, c'est que en fait, il y a une sorte d'aquabonite. Bah, finalement, à quoi ça peut servir pourquoi parler vrai? Pourquoi se dire les choses franchement? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas plus de dommages que de bénéfices à faire ça? Donc, ce sont les deux principales raisons pour lesquelles les gens ne pratiquent pas de parler vrai et non pas le fait qu'elles aient l'intention de parler faux, par exemple, ou de faire du non-dit pour le non-dit. Euh, voilà, donc à ce stade, en fait, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Selon vous, pratiquer le parler vrai, quels en sont les avantages et quels en sont les inconvénients? Et là-dessus, vous allez pouvoir aussi vous lâcher dans le chat pour exprimer autour de ça. Quels sont les avantages à parler vrai? Quels sont les inconvénients à parler vrai? Tout n'est jamais complètement doré sur une pièce. Il y a toujours un- une face et un côté pile. Avantage, la relation authentique, créer de la confiance, ça c'est un avantage. La relation est renforcée. Alors tout en disant ça, bien évidemment, on sait que
Nos intentions, certainement à vous aussi, c'est plutôt de parler vrai, mais est-ce qu'à certains moments, nous n'avons pas défailli par rapport à ça, et en nous disant, bon, après tout, c'est peut-être pas si grave que ça, je lui ai pas dit sur le coup, mais je lui dirai peut-être plus tard, et puis finalement, il y a des choses qui se renouvellent et qui font que ben, on n'a pas dit une fois, on n'a pas dit deux fois, au bout d'un moment, mais pourquoi je le dirais maintenant alors que je l'ai pas dit avant? Inconvénient, risque de déplaire, de heurter, de démotiver. Avantage, permet de comprendre ce qu'il faut modifier, améliorer, ajuster les comportements, les actions, se donner des ressources pour construire des équipes performantes, bien-être d'être soi-même et de construire des relations solides. Avantage, faire avancer les choses, contribuer à régler les vrais problèmes. L'inconvénient, risque pour la relation. Alors oui, donc vous pouvez continuer et on va voir si en fait, pas toujours le temps, inconvénient, oui. Euh, voilà, les avantages et inconvénients que je vais vous proposer, un risque pour soi, oui, tout à fait, mais vous allez voir que vous allez les retrouver. Blocage de situation pour les inconvénients. Alors, les avantages que les gens disent en général quand je leur fais faire le petit exercice, l'avantage c'est que ça clarifie quand même les situations, ça dissipe l'ambiguïté. Voilà, les choses sont dites, elles sont posées sur la table, c'est clair. Ça permet également des décisions claires, des résolutions de problèmes, puisque si on part pas sur un élément tangible, positif, enfin et clairement identifié, partagé par tout le monde, ben, c'est difficile d'aller sur la résolution de problèmes. On peut créer une culture de l'expression constructive, créer un climat de confiance en mettant des limites, le cadre. Oui, on y reviendra tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Inconvénient, se retrouver seul dans cette position. Oui, on le notera aussi dans la colonne des inconvénients. Euh, Autres avantages en fait dans ce que je recueille en général, ça ouvre le dialogue, alors qu'à contrario en fait ne pas parler vrai, ben ça peut le fermer. Ça fluidifie les échanges, ça améliore la collaboration. C'est libérant et reposant parce qu'effectivement c'est plus simple de dire la vérité que de dire un mensonge parce qu'on se recoupe pas quand on dit la vérité. Alors que dans un mensonge, faut quand même ça demande beaucoup plus d'efforts, hein, mine de rien. Ça peut être le point de départ pour une évolution ou une amélioration, comme vous l'aviez dit. Est-ce que je pourrais partager le support ensuite? Oui, oui, j'ai pas de problème avec ça. Ça renforce la confiance, la crédibilité. Ça apporte de la reconnaissance et ça suscite la motivation. Je les ai pas vus, mais peut-être que si vous aviez eu plus de temps, vous y seriez allé. Et les inconvénients, qui sont partis un peu plus vite que je ne l'avais souhaité, eh bien, c'est le risque de heurter, de blesser, de culpabiliser une personne, de la braquer. C'est le risque d'être mal interprété. Ah oui, il a dit ça, mais en fait, machin, etc. C'est la peur de se tromper, voilà. C'est la peur d'en dire trop. C'est la peur de casser l'ambiance. Ça peut générer des conflits. Le conflit, ça commence par une divergence, hein. Il faut pas en avoir peur. Nous nourrissons tous des divergences. Et au contraire, quand on les connaît et quand on les a mis à plat, bah, ça nous permet de mieux nous connaître les uns les autres. Ce qu'il faut pas, c'est que le conflit dégénère jusqu'à créer des tensions, des blocages et qu'on se tape dessus avec des mots ou avec des battes de baseball. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Le retour de bâton. Ah bah non, je vais pas lui dire parce que sinon je crains les représailles, etc. Oui, et pourtant, ça nécessite un talent de diplomate. Ce n'est pas toujours politiquement correct. Et oui, la convention sociale voudrait qu'on ne dise pas certaines choses à certaines personnes, etc. Alors, si vous remarquez un peu les avantages et les inconvénients, elles ne se situent pas tout à fait sur le même niveau. Pour les avantages, en fait, ce sont des résultats qui sont souhaitables. Ça vaut vraiment le coup de se bagarrer pour avoir ces avantages du parler vrai. Parce que vous voyez bien que ce sont des fruits savoureux. Par contre, les inconvénients, en fait, bien sûr, on peut ne pas les souhaiter, mais on peut les résoudre, en fait, dans la manière de s'y prendre. Voilà, les risques, en fait, on peut anticiper les risques. La peur n'évite pas le danger, comme disait ma grand-mère, mais on peut aussi prendre les devants en disant, je me trompe peut-être, et du coup, dans le parler vrai, aller à la recherche de la vérité ensemble, plutôt que d'assener une vérité qui serait que la mienne. Donc finalement, on n'est pas sur le même niveau logique entre le fruit des avantages et le fruit pourri, en fait, ou gâté des inconvénients. Et ça va nous aider, en fait, pour la suite. Car, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, la question n'est pas tant de savoir s'il faut parler vrai. On voit bien que les avantages sont beaucoup plus pesants, nombreux, pesants au beau sens du terme, plus solides que les inconvénients, que je ne néglige pas pour autant.
La question n'est pas non plus de savoir pourquoi parler vrai, puisque vous l'avez dit, en fait, les avantages sont là, mais c'est plutôt, mais comment parler vrai pour que finalement nous ayons les bénéfices sans avoir les inconvénients. Alors, effectivement, quelles sont les clés d'un parler vrai fécond? Le coaching d'organisation, je ne me suis pas trompé de slide à cet endroit-là, parce que, bien évidemment, il vous aura pas échappé que c'est la deuxième partie du titre. Pour répondre à cette question, je voudrais aiguiller le propos vers le coaching d'organisation, que je définirais simplement comme, euh, parce que ça vaut le coup qu'on s'entende quand même sur les définitions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce serait, si ça veut bien apparaître, hop, non, je suis pas sûr, il veut pas. On va revenir en arrière. Voilà. L'accompagnement multimodal d'une organisation dans sa nécessaire transformation en impliquant tous les acteurs. J'ai écrit parce qu'au début, je voulais simplement vous la dire, mais je me suis dit, oulala, la phrase est un peu compliquée. Mais en fait, bon, accompagnement, bah oui, ça reste du coaching. Multimodal, c'est-à-dire qu'on s'autorise beaucoup plus de choses que dans le coaching individuel ou d'équipe, d'une organisation, bien sûr, puisque c'est le coaching d'organisation dans sa transformation, mais pas n'importe laquelle. C'est pas la transformation pour la transformation, ou parce que ça fait plaisir au patron, ou parce que bah, il est de bon ton d'innover. Non, c'est parce qu'elle est rendue nécessaire par le contexte, etc. Et on le fait pas tout seul, on ne l'impose pas, on implique tous les acteurs. Voilà donc cette définition que je fais. Et alors maintenant, pourquoi le parler vrai et le coaching d'organisation sont en lien? Eh ben, effectivement, parce qu'en fait, les coachs individuels, parce que je ne connais pas de coach d'organisation qui est démarré tout de suite par ce job-là, les coachs d'abord individuels, puis d'équipe et a fortiori d'organisation sont des acteurs modélisants, c'est-à-dire que qu'ils le veuillent ou non, ils sont regardés comme quelque chose, un modèle. Alors un modèle, c'est quelque chose qu'on suit ou quelque chose qu'on évite, hein. Souvenez-vous de ce que vous appréciiez quand vous étiez enfant de vos parents et ce que vous étiez juré de ne surtout pas recopier par rapport à ce qu'ils ont fait. Ceci dit, vous inquiétez pas, si vous avez des enfants, ils vont faire la même chose, alors que vous faites certainement du mieux possible. Donc, on modélise toujours. Dès qu'on a une figure d'autorité, même si le coach se défend de la figure d'autorité, mais il ne peut pas empêcher qu'il puisse être regardé comme ça, d'une certaine manière, par le commanditaire, le bénéficiaire, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il aide à sortir des problèmes et en ça, on lui reconnaît une valeur. Et cette valeur, en fait, c'est celle que moi, bénéficiaire, je n'ai pas. Donc, en fait, il y a quelque chose que le coach m'a apporté et qui est lié à lui. Combien de coachs se voient dire ah ben vraiment merci si vous n'aviez pas été là, etc. Et même si le coach se défend en disant mais vous savez c'est vous qui avez fait le boulot, ouais mais enfin quand même j'ai pas pu le faire tout seul quoi. Donc les coachs sont des acteurs modélisants de la transformation. Et c'est normal puisque leur connexion avec les organisations, c'est-à-dire l'univers du coach, leur expertise de la transformation, leur posture qui peut sembler inhabituelle, non conventionnelle, et elle est revendiquée d'ailleurs, les place de fait comme figure de référence pour offrir, dans les processus qu'ils conduisent, et donc les processus participent à cette modélisation, un modèle pour leurs clients. Je constate régulièrement, alors que ce n'est pas l'ambition que j'ai, mais je constate régulièrement, après le passage d'un coach ou d'une équipe de coach dans une entreprise, eh bien, que les bénéficiaires, là, dans le bouquin que je raconte, en fait, ensuite, ils m'ont remplacé, et c'est une bonne chose, par un directeur de la transformation qui s'est inspiré des outils et de la posture que j'ai eue, et qui l'a certainement amélioré, hein. Je ne dis pas non plus que je dois me placer au-dessus de quoi que ce soit, mais j'ai bien conscience du fait que l'organisation va piocher dans ma posture, dans mes propos, dans ma manière de le dire, etc., pour eh bien continuer finalement cette transformation. Et donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes modélisants. Euh, alors, comment modéliser le parler vrai? Le coach d'organisation est modélisant par un certain nombre de l'efficacité du parler vrai, par un certain nombre de choses. Quand il va dérouler son processus et qu'on va voir que ce processus aboutit à quelque chose d'efficace, ben, ça donne quand même envie de se dire quelles sont les clés
pour que lui, ce qu'il a fait, ça marche, même si encore une fois, hein, le coach sait très bien que il a été que un engrenage, en fait, une roue dentée plus exactement dans l'ensemble de l'engrenage. Tant pis s'il est regardé comme étant l'élément crucial pour la transformation. En tout cas, il a mis en œuvre un certain nombre de choses et on va les passer en revue. Enfin, pour quelques-unes, hein, je suppose qu'il y en a d'autres, mais vous irez vous les trouver aussi. Alors, par quel moyen le coach est-il donc modélisant? Eh bien, ça commence bien évidemment par l'alliance. L'alliance qui est réellement quelque chose de recherché. Je connais peu de managers en fait qui conceptualisent en fait l'alliance qu'ils doivent faire avec leurs collaborateurs. Peut-être que certains la vivent, mais euh, ils en héritent parce que ils ont un bon contact, etc. Mais le coach va rechercher l'alliance, il va créer l'alliance, il va la susciter. On peut pas la créer puisqu'il faut qu'on soit deux, mais on va la susciter pour que ensemble, elle puisse avoir lieu dans la majeure partie des cas. Elle est faite d'écoute active, d'explicitation, de questionnement, d'exploration, de reformulation. Bref, elle convoque, et ça bien évidemment le client le voit, le sent, elle convoque l'empathie, elle démontre la volonté du coach de comprendre en vérité, en profondeur, et elle suscite donc la confiance. Et cette confiance dans l'alliance, elle produit le parler vrai. Le coaché se confie volontiers, parle vrai à son client, à son coach, pardon, à partir du moment où il sent que le terrain est favorable et l'alliance, elle a été construite par le coach. Et ça, eh bien, on voit des clients qui reconduisent en fait cette technique en fait qui consiste à, mais qui est bien plus qu'une technique, hein, puisqu'elle embarque la personne dans son entier. Si c'était qu'une vulgaire technique, bien évidemment, ça marcherait pas. Mais en tout cas, il y a des outils d'alliance en fait qui permettent aux personnes de se sentir en confiance et de pouvoir délivrer un parler vrai. Lorsqu'un coach, par exemple, entend d'un DRH lui confier sub secreto, bon alors pour Jean-Pierre, c'est le coaching de la dernière chance, hein. Mais alors surtout, vous lui dites pas, hein. Eh bien, c'est au titre de l'alliance que le coach va créer avec le bénéficiaire, avec le Jean-Pierre de l'occasion, qu'il va répondre au DRH. Ben, si vous ne vouliez pas que Jean-Pierre sache qu'il sera viré dans l'éventualité où le coaching échoue, vous n'auriez pas dû me le dire. Maintenant que je le sais, moi, je ne suis absolument pas tenu au secret. Et du coup, si vous voulez continuer ensemble, ben, la question qui se pose à moi, c'est comment allons-nous faire pour que Jean-Pierre sache que c'est le coaching de la dernière chance? On va tuer dans l'œuf, en fait, par les faux, ce non-dit, qui, bien évidemment, si Jean-Pierre le découvrait à un moment donné, que le coach sait que c'était le coaching de la dernière chance et qu'il ne l'avait pas dit, ben, vous vous rendez compte un peu des désastres. Donc le coach peut proposer, est-ce que c'est vous, DRH, qui allez lui dire, ou est-ce que vous souhaitez que ce soit moi qui le lui dise? Et on ne sortira pas de ça. Ou alors, c'est pas avec moi que vous allez mener de coaching. Cette disposition d'alliance se trouve dans le coaching individuel avec le bénéficiaire, mais c'est aussi vrai dans le coaching d'équipe, bien sûr avec le manager de l'équipe, mais aussi avec quelques membres au moins de l'équipe, parce que sinon ça irait pas. Et on la retrouve aussi dans le coaching d'organisation, avec notamment le commanditaire, ad minima l'équipe de pilotage, et plus si affinité. Et là, comme l'équipe de coach en fait est multiple, eh bien les alliances peuvent être ici mais pas là, ici et là. Voilà. L'alliance modélise la construction de la relation. Le cadre, quelqu'un en avait parlé. Oui, le cadre, en fait, eh bien, le coach est garant du cadre et au travers du cadre, il modélise les règles de vie dans l'entreprise qui sont bien rarement énoncées. Elles sont bien souvent implicites. Parfois même, elles changent sans même qu'on prenne le temps de l'expliciter. On dit après coup, ah bah oui, tu savais pas? Bah si, c'est comme ça que ça marche chez nous. Donc voilà, un cadre. Le coach, lui, il va poser le cadre dès le départ, au plus tôt de l'accompagnement, et il va l'imposer à tous. Enfin, c'est pas lui d'ailleurs. Le cadre s'impose à tous, y compris au coach. Il va être appelé régulièrement, à chaque fois qu'on va réentamer une session, un séminaire, une séquence, etc. Bah, on va rappeler le cadre dans lequel on travaille, pour que ça rentre bien. Et il va être rappelé systématiquement lorsque le cadre lui-même est en danger. Le cadre met à distance les velléités de pouvoir discrétionnaire. Il symbolise le parler vrai, en ce qu'il incarne
le respect de la parole donnée, de l'engagement. Le cadre est l'élément de modélisation du contrat relationnel. Troisième outil, en fait, du coach, la confidentialité. Et ça, dans les organisations, je peux vous dire que les couloirs, euh, plus ils sont larges, plus les rumeurs vont bon train. L'exercice de la confidentialité apporte la preuve que l'on peut parler en vérité. Et même que la vérité n'est pas due à tout le monde. Je reviens sur l'histoire de la transparence. Et même des fois à la hiérarchie. On ne doit pas forcément la vérité à sa hiérarchie, et la hiérarchie ne doit pas non plus la vérité à tout le monde. Elle ne doit pas le mensonge, par contre. Hein. Il faut pas confondre. C'est-à-dire, on peut ne pas dire quelque chose. Bah, de toute façon, déjà, vous connaissez un cas. Je suis désolé de l'évoquer, mais euh, vous envisagez de licencier quelqu'un. Vous êtes tenu par la législation de ne pas le dire. Vous dites que vous convoquez la personne à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant entraîner un licenciement. Et donc, pour l'instant, la personne n'est pas licenciée, on a le temps, on va voir. Bien sûr, elle commence à avoir l'habitude et elle peut se dire, ouh là là, c'est quand même mal parti pour moi. Une fois que l'entretien de reproche a eu lieu, eh bien, même si déjà la solution est déjà formée dans l'esprit du patron, il doit s'obliger à 2 jours de réflexion avant de donner sa réponse. Donc vous voyez bien que la vérité n'est pas forcément à dire à temps, à contre-temps et à tout le monde. Et bien évidemment, on ne va pas parler du fait qu'on doit la discrétion sur ce qui concerne d'autres personnes, etc. Dans le coaching, le cadre ayant été posé, le commanditaire, même s'il est curieux de savoir ce qui se passe dans les séances ou si le coaching avance bien, eh ben, il se verra répondre par le coach. Ben, vous savez que je ne peux rien vous dire. Vous connaissez le cadre, en fait. Nous en avons convenu. Ou bien encore, il lui répondra, si votre question porte sur l'évolution du coaching, je vous propose que nous fassions une tripartite intermédiaire. Ceci nous évitera de parler de Jean-Pierre sans Jean-Pierre. Qu'en dites-vous? Et là, il va euh, par cette confidentialité, modéliser les limites de ce que l'on va dire et ne pas dire. Ce qu'il ne faut jamais, c'est mentir, par contre. Ça, j'insiste vraiment dessus. La reformulation, nous en parlions, elle vient combattre puissamment la méprise. Ah, j'avais pas compris. La mauvaise interprétation, le procès d'intention, l'incompréhension, le quiproquo. La reformulation, elle fournit l'occasion à celui ou celle qui s'est exprimé en premier d'affiner son propos en le réentendant reformulé par l'autre, d'accorder ses mots à sa pensée ou à son idée, peut-être même de corriger la tonalité, l'intensité. La reformulation, elle modélise la recherche de compréhension mutuelle. Alors que des fois, j'entends une parole de quelqu'un, je ne reformule pas, je n'explore pas pour savoir si j'ai bien compris ce que la personne a voulu dire. Regardez l'extraction des fois d'un morceau de phrase sorti de son contexte et qui est livré en pâture dans les couloirs, etc., ou au N+1, etc. Autre outil, le feedback. Le feedback qui offre l'accès, trop rare à mon avis, à l'effet produit par la parole échangée, par le discours tenu. Lorsque je fais un feedback à quelqu'un, je lui donne l'occasion de de comprendre ce qui se passe en moi. C'est rare, ça, quand même. Euh, Personne a dit quelque chose, elle a fait quelque chose, ça a produit quelque chose chez moi. La plupart du temps, je vais pas lui dire, ou je vais lui dire de manière verte, ou ça peut m'arriver, en fait, de le dire si ça m'a fait du bien et que j'ai envie de le partager. Mais je vais pas le dire systématiquement. Eh bien, le feedback, il devrait avoir plus sa place, en fait, dans l'entreprise, à mon sens. Parce qu'on peut partager du coup les émotions qui nous ont traversées quand on a entendu telle ou telle chose, etc. Et on apprend à mieux se connaître. Le feedback, c'est la modélisation du partage de ressentis. Il y a la confrontation. Alors bien sûr, une confrontation bienveillante, hein. On reste dans vrai, bon, utile, positive, constructive, dénuée de toute mauvaise intention. Eh bien, cette confrontation-là, elle est l'antidote de la rumeur, du ragot, de la médisance, voire de la calomnie. Quand je confronte, qu'est-ce que je fais? J'interroge l'interlocuteur sur ses contradictions apparentes. C'est bizarre, tu dis ça, mais l'autre jour, tu as dit ça. Ou tu fais ça, mais en fait, tu avais dit que tu ferais le contraire, etc. Je pourrais faire un procès d'intention. Mais si je confronte, je viens chercher où est la vérité, en fait, et je viens chercher plutôt que de me faire un avis et de le colporter par derrière,
eh bien, je pousse la personne à plus d'intégrité, de cohérence. Je l'aide à réduire ses dissonances cognitives. C'est vrai, oui, j'ai dit ça et en même temps, je fais le contraire. Mais qui d'entre nous ne dit pas des fois des choses et fait son contraire? Les enfants, des fois, nous le reprochent. Ben papa, tu nous avais dit que machin, puis toi, tu le fais. Et j'en profite pour réhabiliter la personne. Ah, d'accord, oui, effectivement, c'était pas si simple que ça pour toi, et voilà, les dissonances cognitives, on connaît bien. Et je sais bien que moi-même, j'en nourris aussi un certain nombre. Donc, la confrontation, elle modélise la justesse de comportement. J'en ai encore trois, et ensuite, malheureusement, il vous restera peu de temps pour les questions-réponses. La restitution du diagnostic, si la clause de confidentialité a été clairement levée pour ce dispositif de la restitution d'un diagnostic, eh bien ça aussi c'est une manière de modéliser quelque chose, puisque à la fois on va respecter l'anonymat des personnes. Moi, je, je ne suis pas pour le fait de faire des verbatims, parce que pour nous, ça nous parle pas forcément quand on intervient quelques heures ou quelques jours dans une entreprise, mais les gens savent décrypter de qui ça vient, puisqu'en fait, il y a des mots qui sont employés par un tel et pas par un tel autre, il y a des expressions verbales qui sont employées par l'un ou par l'autre, et même si ça stigmatise un peu ce qu'on veut représenter, le danger, c'est de découvrir en fait et de démasquer l'anonymat. Et ça pourrait être préjudiciable à la personne qui s'est livrée à vous. Mais par contre, si vous avez clairement dit que, tout en respectant l'anonymat, vous allez plutôt par exemple, aller sur quelles sont les divergences et les convergences d'un collectif, voilà, de manière globale, eh bien, ce type de restitution de diagnostic, à mon sens, il a toute sa valeur, puisqu'il vient focaliser sur les problèmes et non sur les personnes, pour les identifier afin de les résoudre, alors que on sait très bien qu'il y a eu toute une époque, et pour certains elle est encore pratiquée, où on appelle ça la chasse aux sorcières. Du moment qu'on a trouvé le coupable, le problème est réputé être résolu, alors qu'en fait ça va se reproduire de nouveau, éventuellement avec quelqu'un d'autre. Et en plus, au passage, on a écorné, on a culpabilisé, on a incommodé ou simplement désigné des personnes, et ça peut être préjudiciable. Cette restitution du diagnostic, pour moi, elle est la modélisation de l'exploration des représentations. Ah, nous ne pensons pas tous la même chose, nous ne voyons pas tous la même chose en regardant la même chose. Les périmètres d'action. Les périmètres d'action, ils définissent les typologies de groupes avec lesquels seront travaillées les séquences d'un dispositif de coaching d'organisation. Telle chose va être travaillée avec le comité de direction, telle autre chose avec le comité de pilotage, telle autre chose avec des groupes de personnes de terrain, ou etc. Donc voilà, ces périmètres-là, eh bien, ils ont quelque chose à dire aussi du parler vrai, puisque, bien évidemment, euh, on va traiter d'un certain nombre de sujets au lieu qui va bien, et non pas s'ouvrir en fait de tout à tous, ce qui pourrait être une mauvaise définition de la transparence. Non, la transparence, c'est l'être avec qui on doit être en transparence. Eh bien définir les périmètres pour s'assurer que on on n'est pas en train de faire des erreurs de casting, entre guillemets, qui pourraient être préjudiciables. Ces périmètres modélisent pour moi les zones d'action, d'influence et de préoccupation. Je vous renvoie sur Stephen Covey, Covey, qui explicite très bien les zones d'action, d'influence et de préoccupation. Mais je file sur la dernière chose que j'ai identifiée, qui est bien évidemment le questionnement si cher au coach. Déjà très pertinent en coaching individuel, il offre en collectif, à l'échelle de l'équipe ou de l'organisation, un champ de partage, de réflexion, d'intelligence collective bien plus puissant que le point de vue imposé et descendant, bien plus puissant que la gouvernance par silo, par exemple, que certaines entreprises utilisent encore. Et le questionnement, en fait, fait que, à contrario de l'imposition d'une pensée et d'un schéma, eh bien, le cerveau se configure différemment selon que on répond à une question, et où l'esprit s'ouvre et laisse tomber une sorte d'armure, en fait, qui est celle de la justification et du principe de précaution. Qu'est-ce qui me dit, oh là là, ça me semble un peu bizarre, etc. Et bien sûr, à contrario, quand on impose une vue à quelqu'un,
eh bien, elle peut le recevoir comme un corps étranger qui crée une menace, qui, et du coup, elle va confronter l'idée externe à son système en mode jugement, en mode justification, plutôt que d'accueillir avec ouverture et peut-être abonder, s'accorder ou travailler sur le sujet. Ce questionnement modélise pour moi l'orientation à l'ouverture. Voilà, j'en ai fini. Alors, peut-être vous dire que, bien évidemment, bon, certains aspects de ça sont abordés dans la formation qu'avec Véronique, j'ai la joie de proposer sur le coaching d'organisation, avec des temps tout à fait expérimentaux et des temps euh, d'apport théorique et explicité. Mais surtout, ce que je voudrais, puisque je vous passerai le PowerPoint, vous aurez l'occasion de vous attarder sur cette diapositive numéro je ne sais plus combien, mais je suis avide de vos questions et réponses. Et pour ceux qui peuvent rester un petit peu plus longtemps que l'admis, eh bien, j'en serais ravi.